Madame, Monsieur, bonjour. Le Zika décrété urgence de santé publique de portée mondiale. C'est la principale information de cette matinale de l'information. Et parmi d'autres sujets également, nous parlerons de cette lettre adressée au président de la République par le Manidem pour demander à ce dernier de ne pas se porter candidat à la présidentielle de 2018. Nous parlons aussi de l'Algérie avec Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui est également en campagne présidentielle, en temps évidemment les primaires chez les Républicains. L'Union européenne sera également au cœur de l'actualité ce matin, avec ces mesures qui ont été prises pour inciter le Royaume-Uni à rester au sein de l'Union. Nous parlerons aussi de ces enfants, 10 000 au total, portés disparus, bien évidemment, en Europe, pour ce qui est de cet afflux de migrants observé il y a quelques jours dans cette partie du continent. Voilà, on va également terminer cette matinale de l'information sur le canal de Info, votre chaîne internationale d'information, en continu en parlant de la présidentielle aux États-Unis avec Ted Cruz et Hillary Clinton qui ont donc remporté cette première étape aussi importante et déterminante pour la suite de la campagne présidentielle aux États-Unis. C'était du côté de l'Iowa. On appelle cela le caucus, une élection bien évidemment où ce sont des chefs qui doivent déterminer l'avenir de ces candidats. Voilà donc pour les sujets. Et pour commencer tout de suite, Lille Piedou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour Aimé Catherine, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Aimé Catherine, bonjour. Bonjour Louis Roger et bonjour à tous nos téléspectateurs. Je voudrais lire que nous commencions bien évidemment par cette lettre du Manidem qui a été donc reçue hier par le gouverneur de la région du Littoral, demandant au président de la République, Paul Biya, de ne pas se présenter à la présidentielle de 2018. Alors, vous avez certainement lu cette lettre et vous nous en livrez la substance. Alors, il faut dire, Louis Roger, que cette lettre s'appelle « Appel au peuple camerounais ». Je vous donne donc l'intégralité de cette lettre-là. Non à la nouvelle candidature du chef de l'État. Le Manidem a écrit au chef de l'État, Paul Biya. Dans cette lettre, nous lui demandons avec insistance de ne point se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Par contre, le Manidem lui propose d'organiser des assises nationales où les forces représentatives de notre peuple vont se retrouver pour débattre de l'avenir du Cameroun, de procéder à la révision du code électoral de façon consensuelle afin de l'arrimer aux normes internationales, d'organiser des élections générales transparentes et équitables. Pour le Manidem, en prenant ces initiatives, Paul Biya non seulement ouvrira un avenir radieux au Cameroun et aux Camerounais, mais encore rentrera de manière glorieuse dans l'histoire du Cameroun et de l'Afrique. Le Manidem exhorte le peuple camerounais à s'exprimer de façon explicite sur cette initiative. Où que vous soyez, au Cameroun ou à l'étranger, en ville ou en campagne, demandez au chef de l'État Paul Biya de ne point se porter de nouveaux candidats. Chez les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les chefs traditionnels, auxiliaires de l'administration dans les représentations diplomatiques à l'étranger, par écrit, par téléphone ou par email, allez déposer votre lettre d'exhortation à Paul Biya. Ensemble, disons non aux ennemis de la démocratie et disons oui à un Cameroun nouveau dans l'alternance. Le Cameroun est notre patrie, l'Afrique notre avenir. Signé donc Dieudonné Yebga, c'est le président du Manidem. Voilà donc l'intégralité de cette lettre-là. Alors, une lettre qui est un peu... qui ne cadre pas la politique du Manidem. On sait, il y a quelques jours, lorsque le Manidem organisait sa rentrée politique, le président Dieudonné Yebga avait demandé aux Camerounais de sauver le Cameroun et non le régime de Biya. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec cette lettre qui vient d'être rendue publique? Moi, je voudrais tout simplement dire que le Manidem est dans son rôle. Le Manidem, on connaît ce parti politique dans ses prises de position, même si parfois cela est contradictoire. Mais toujours est-il qu'au regard de ces appels à candidature répétés sur l'ensemble du territoire national, il était temps pour l'opposition de faire quelque chose. On a reproché à l'opposition de ne pas réagir au moment opportun. C'était l'occasion pour le Manidem de faire savoir sa position.
élections. Vous avez suivi au-delà du Manidem, même si cela n'était pas de façon officielle. On a vu le président du mouvement progressiste dire exactement qu'ils sont habitués à ce genre d'événements et que ce n'est pas la première fois au Cameroun qu'on voit un tout petit peu les agissements du parti au pouvoir. Donc pour le Manidem, c'est une façon de se positionner et de demander aux Camerounais de faire attention à ces appels à candidature et surtout de rester maître du temps et de ne pas laisser le parti au pouvoir tout conditionné à notre place. Alors surtout qu'on parle d'organiser des assises nationales, une sorte de conférence nationale souveraine que le président Paul Biya avait déjà rejetée en son temps, aux années de braise au Cameroun. On parle également de la révision du code électoral et on sait que le MRC est favorable à une certaine révision, que la majorité électorale soit à 18 ans, ramenée à 18 ans, et ce qui n'est pas... qui n'est pas accepté par le parti au pouvoir. Et on parle aussi dans cette lettre de l'organisation des élections générales transparentes. Alors ça fait 3 sujets phares. Est-ce qu'on aura le temps matériel et financier pour organiser tout ce qui a été demandé par le Manidem? Mais si les élections sont maintenues, le Roger, en 2018, on a le temps matériel pour le faire. Mais si les élections seront anticipées telles que nous présente un peu l'atmosphère depuis ces derniers jours, on a l'impression qu'on ne sera pas prêt. Donc, parce que pour organiser une élection au Cameroun, il faudrait que l'ECAM puisse prendre les dispositions possibles pour éviter qu'il y ait des plaintes et pour permettre à l'arrière-pays même de recevoir des bulletins. Vous imaginez des reproches, des revendications faites lors des dernières élections au Cameroun. Donc si nous sommes dans l'idée selon laquelle les élections c'est en 2018, on a le temps matériel pour le faire. Mais si c'est en 2016, tel que voulu par le RDPC au regard de ce qui se passe actuellement et de ce qui se dit même dans les chaumières, parce que là maintenant, on a fait le tour des appels à candidature, il reste quelques régions seulement. Et d'ici quelques temps, vous allez voir le schéma, le chef de l'État qui va dire, voilà, j'ai compris, j'ai entendu vos cris et je me représente, je vois que je peux modifier tel ou tel point de la Constitution et pourquoi pas faire les élections en 2016. Mais ce sera vraiment, vraiment difficile. C'est pour cela que depuis quelques jours, le Roger, il faut le rappeler ici, les partis de l'opposition se préparent en coulisses. C'est-à-dire que tout le monde organise des réunions chaque soir pour pouvoir préparer les élections au cas où c'est prévu pour cette année 2016. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut ramener la majorité électorale à 18 ans? Cela demanderait encore que Élections Cameroun se redéploie pour recenser à nouveau tous ces Camerounais-là qui ont atteint cet âge. Et ça va prendre encore tout le temps que cela pourra prendre pour qu'on ait au moins certainement de 6 millions d'électeurs, voire même 8 à 10 millions. C'est difficile, hein, lui, Roger, parce qu'il faut reprendre, vous l'avez dit, tout à zéro. Vous avez noté les difficultés qu'a Élections Cameroun déjà de descendre dans l'arrière-pays pour ramener, inciter les gens à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et s'il faut suivre cela, il faut refaire des réunions, repositionner trouver des nouvelles stratégies pour amener ces jeunes. Vous savez aujourd'hui que les jeunes ne s'intéressent pratiquement plus à la politique parce qu'on sait déjà comment ça va se passer. On sait que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Du coup, les jeunes se plaisent à autre chose, la musique, la danse, vraiment la politique là, faites de ça ce que vous voulez. Donc ça va être très très difficile. Il faut prendre du temps pour ramener les jeunes, par exemple, à s'intéresser à la politique. Dans d'autres pays, il y a des astuces pour ramener ces jeunes-là à s'intéresser, du genre faites des propositions, renvoyez à la base, on pourra les étudier. Donc amener les jeunes à participer au développement de leur pays. Mais ici, Élections Cameroun a déjà du mal à gérer, à amener les gens à s'inscrire. Donc, il faudrait vraiment, véritablement qu'on respecte les choses. Au Cameroun, ça pourra aller, mais on a encore du travail à faire. Le Manidem qui fait donc une double rentrée politique et cette fois-ci en utilisant un coup médiatique, parce que certainement cette lettre a été filmée par presque toutes les chaînes qui voudraient avoir la teneur. Alors, est-ce que c'est pas aussi une autre entrée en campagne pour cette présidentielle?
Ben justement, vous le savez de façon indirecte, c'est une autre entrée en campagne. Mais la question que je me pose, j'ai vu sur les chaînes de télévision nationales hier, cette lettre-là, on a déposé, les membres du Manidem ont déposé cette lettre-là au niveau de la région. Toujours est-il, est-ce que cette lettre va quitter les bureaux du gouverneur pour se retrouver à la présidence de la République quand on sait qu'il y a de nombreux courriers qui disparaissent, des noms qui disparaissent avant même l'entrée à la présidence de la République, mais toujours est-il on peut mettre ça dans le cadre du folklore ou bien de l'animation politique au Cameroun. Hein. Chaque année on le fait et au finish ça ne change pratiquement rien et le parti au pouvoir continue de faire son bonhomme de chemin. L'opposition reste dans ses petites magouilles, entre-temps de copinage que vous pouvez imaginer. Résultat des courses, on n'a plus véritablement d'opposition au Cameroun. Si vous posez la question aux hommes de la rue, est-ce que vous croyez au Manidem? Est-ce que vous croyez au SDF? Est-ce que vous croyez véritablement en nos leaders de l'opposition au Cameroun? On vous dira franchement, ce sont des personnes qui, en arrière-plan dans la nuit, se retrouvent avec les membres du pouvoir et finalement, on sait ce qu'il y a à faire. Donc, on prie seulement pour le Cameroun et que les choses puissent évoluer. Comme quelqu'un disait que 2018, ça sera Bia ou Bia. Voilà. C'est clair. Hein? Clair. Puisque dans ces appels, même là, lui, Roger, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme du chantier, c'est l'homme du renouveau. Vraiment, il a l'âge de Jésus-Christ, donc vous imaginez que ce n'est pas un souci. 33 ans au pouvoir, c'est l'âge de Jésus-Christ, donc c'est le Jésus-Christ du Cameroun. Mais n'oublions pas aussi qu'à 33 ans, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Parlons à présent des États-Unis avec Zika. Zika qui a été décrété urgence de santé publique de portée mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, Zika qui est cette maladie qui est nouvelle, mais donc que les scientifiques ont connaissance depuis pratiquement 1947 et qui viendrait du côté de l'Ouganda. Alors l'île, vous êtes spécialiste des questions de santé, alors dites-nous, c'est quoi Zika? On a connu Ebola, la dengue, chikungunya. Alors Zika aujourd'hui, c'est toujours pour l'Afrique ou alors pour les Noirs? C'est pour les Noirs, hein, parce qu'on annonce déjà il y a quelques jours que le continent africain sera donc touché, même si on sait que la souche vient de là. On parle déjà de Zika là, peut-être la nouvelle copine, hein, après le sida, la nouvelle copine de l'Afrique, du continent africain. Il faut donc préciser que Zika là, c'est un arbovirus transmis par une piqûre de moustique. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que le chimie, tellement on en parle qu'on se poserait bien la question de savoir pourquoi maintenant. Mais pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre, cela a été identifié pour la première fois chez un singe, un peu comme l'autre, hein, Macaque rhesus, dans une forêt ougandaise, vous l'avez si bien dit, en 1947. Il a ensuite été isolé chez l'homme en 1952 en Ouganda et en Tanzanie. Et aujourd'hui, le virus se propage de manière explosive. On en parle pratiquement partout. Il y a d'ailleurs eu une réunion des experts de l'Organisation mondiale de la santé pour prendre les taureaux par les cornes parce que Zika cause des troubles neurologiques, les malformations congénitales, les microcéphalées et vous imaginez par la suite qu'il y a urgence, il faut à tout prix trouver des solutions pour éviter qu'il y ait, pour limiter les dégâts. Parce que si on veut revenir sur les chiffres, ce virus a déjà touché 1,5 million de personnes au Brésil. 3 à 4 millions de cas sont attendus sur le continent américain en 2016. Des cas importés ont été identifiés en Europe. Et on annonçait déjà ce matin au Texas une transmission par voie sexuelle. Donc on est passé de la piqûre du moustique à un malade qui nous vient d'un pays où il y a ce virus-là et qui a eu des rapports non protégés avec quelqu'un qui finalement à la fin se retrouve donc malade et malheureusement lui Roger, ce virus est asymptomatique, hein, donc vous n'avez pratiquement pas de symptômes, mais au cas où on peut enregistrer quelques symptômes. Vous avez par exemple la fatigue, les maux de tête et l'éruption cutanée avec ou sans fièvre. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Les experts travaillent là-dessus et il est important, on espère trouver un vaccin, on espère trouver des solutions pour permettre donc
de limiter les dégâts. Mais toujours est-il, voici un tout petit peu comment le virus Zika s'est répandu depuis l'Afrique. 47 découverts en Ouganda, 77, 78 au Pakistan, Malaisie, Indonésie, 2007, île de Yap, Micronésie, 2013, Polynésie française et 2015 au Brésil, maintenant au Texas. Et on annonce, l'OMS redoute donc une propagation de ce virus-là en Afrique et en Asie. Et vous imaginez que pour le moment, toutes les attentions sont donc fixées vers notre nouvelle copine qu'on appelle Zika. Et surtout qu'il faudrait désormais utiliser un préservatif parce que cette maladie se transmet par voie sexuelle. Décidément, on voudrait, après le sida qui a fait ses ravages, on revient maintenant avec Zika. Déjà qu'on n'a même pas fini, lui, Roger, avec le sida, parce qu'il y a encore des millions de Camerounais ou alors des millions de personnes touchées par le VIH-Sida à travers le monde. On cherche toujours le moyen de limiter la transmission du VIH-Sida, que ce soit de la mère à l'enfant, des personnes interposées. On n'a pas fini de réfléchir dessus quand on se retrouve encore avec Zika, qui se transmet au lieu par les moustiques. Voilà, un matin, on nous dit c'est par voie sexuelle. Il faut surveiller désormais nos rapports, nos fréquentations, parce que c'est très très rapide. La transmission est véritablement rapide d'un pays à l'autre. Vous imaginez les mouvements aujourd'hui d'un pays à l'autre, le tourisme et tout ce que voilà. Le tourisme sexuel, cette migration également. Voilà. Du coup, aujourd'hui, il faudrait peut-être faire attention à son partenaire, utiliser les préservatifs, abstinence encore, c'est finalement le même slogan qui va revenir. Et l'Afrique, comme d'habitude, restera toujours peut-être cobaye, c'est ça? Le terreau propice à l'émergence de cette maladie d'Afrique qui est très mal partie, disait encore un auteur. On parle de 3 à 4 millions de malades attendus d'ici 2016. Le virus qui se répand de façon explosive. Le Brésil a été le premier à sonner donc l'alarme. On parle de cette microcéphalie et on a vu cette image tout à l'heure là, avec cette malformation congénitale des enfants avec des petits cerveaux, mais qui sont tout beaux. Maintenant, il faudrait juste que les experts de la science puissent nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir des enfants qui nous ressemblent. Hein. Alors, Lille, dengue, Ebola, chikungunya, sida, Zika. Même si on parle déjà d'un mariage entre Sida et Zika. Mais toujours est-il que ce qui m'a un tout petit peu intéressé, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a reconnu ses faiblesses pour ce qui était de la lutte contre Ebola. Et maintenant, l'OMS a immédiatement annoncé une série de recommandations pour mieux lutter contre cette nouvelle menace-là. Accroître la surveillance des cas de syndrome de Guillain-Barré. L'OMS prône également une intensification des recherches pour mettre au point des traitements. Également trouver le vaccin et de nouveaux tests de diagnostic de cette infection. Mais moi, j'ai un souci. On a vu avec Ebola comment d'autres pays ont pratiquement dormi sur les lauriers, attendre que cela puisse arriver et que chacun puisse se réveiller. Peut-être il est temps pour les différents ministères de la Santé sur le continent africain de prendre déjà des dispositions au niveau des aéroports, au niveau des gares routières, les agences de voyage. On exige parfois les tests, c'est-à-dire qu'on a vu le dispositif ici pour Ebola au niveau des aéroports. Peut-être c'est le cas maintenant de le faire puisqu'on redoute que Zika sera sur le continent africain d'ici quelques jours. C'est le moment pour tous ces ministères-là sur le continent africain de commencer déjà à prendre des mesures qui s'imposent. Merci Lyd Piedjou d'être venu donc ce matin nous parler de cette maladie qui fait aujourd'hui peur. On a par exemple 270 cas confirmés du côté du Brésil, 3448 cas suspectés contre 147 seulement en 2014. Et déjà des pays comme la Colombie, le Salvador, l'Équateur, le Brésil sont déjà sur le qui-vive et chacun essaie à sa manière de sensibiliser la population face à cette autre épidémie, parce que là, à cette autre maladie qui risquerait de se transformer en épidémie. C'est déjà une épidémie, hein. L'OMS l'a confirmé, c'est déjà une épidémie. Merci Lyd Piedjou pour la confirmation de cette information. Et Bekateri Boukouri, bonjour. Bonjour une fois de plus, oui Roger. Alors on a parlé tout à l'heure de Zika, qui était une maladie qui se transmettait par voie sexuelle.
mais la littérature nous parle aussi de sexe avec cette revanche porn de Nathalie Koa. Alors, une corrélation, des informations aussi dangereuses que Zika. Pas aussi dangereuses, en tout cas pas pour les Camerounais, mais pour Samuel Eto'o, le joueur préféré des Camerounais, qui est le centre même de cette œuvre littéraire de Nathalie Koa, Revenge Porn, qui est un livre de 224 pages et qui est ce témoignage de l'ex-copine de Samuel Eto'o sur leur vie, les échanges, et parle de 6 ans quand même de vie avec le joueur de football qui est marié. Elle était donc la maîtresse de ce joueur-là. Elle raconte des ébats, des autres célébrités qu'elle a eu à rencontrer. Elle raconte la vie privée du joueur en passant par les autres maîtresses qu'il a eu à avoir. Et le livre était censé paraître le 18 février 2016 avec pour prix 18 €. Mais malheureusement pour Nathalie Koa, certaines personnes lui ont damé le pion en publiant déjà la version PDF de cet ouvrage qui est dans tous les téléphones, dans tous les ordinateurs portables au jour d'aujourd'hui. On parle des chapitres comme Maillot jaune, frappe cadrée dans cet ouvrage. Elle cite d'autres personnalités, je le disais tout à l'heure, comme Tia, la chanteuse ivoirienne, qui a eu aussi une relation avec Samuel Eto'o. Elle met tout cela en lumière. Marie-Christine Molu de la Camerco est aussi interpellée dans cet ouvrage, sa relation avec Samuel Eto'o, ainsi que Aïden, une présentatrice télé de la chaîne Trace TV, qui est indiquée aussi dans cet ouvrage. Donc c'est beaucoup de révélations sur le sexe, l'argent et le football. Alors, si vous voulez tout simplement, Ebe Katri Boukouri, qu'il faudrait faire désormais très attention lorsqu'on sort avec des célébrités. Oui, en effet, parce que l'histoire même vient d'un conflit entre Samuel Eto'o et sa maîtresse, parce que tout cela, par contre, on parle de revenge porn, en fait, c'est une attitude qui consiste en se venger d'une jeune fille en publiant d'elle les photos de nu. Donc, c'est pour ça que c'est le titre de l'ouvrage, parce que elle se plaint du fait que Samuel Eto'o a publié des images d'elle nue parce qu'elle a décidé de le quitter. Donc, elle revient là-dessus pour raconter à tout le monde son désarroi, le malheur qu'elle a subi. Et il faut rappeler qu'elle aussi, elle parle de photos de nu d'autres célébrités dans le livre que Samuel Eto'o lui réclamait, des photos par exemple de nu de Fally Ipupa ou d'autres personnalités, même de l'administration camerounaise avec qui elle a eu des rapports. Il lui demandait les images de cela. Donc ça tourne autour de ça. Je pense que elle aussi, elle insiste sur un certain message, même comme elle est assez controversée. Elle demande aux jeunes filles de faire attention à l'argent, aux célébrités et à tout cela, aux images. Attention avec qui on va dans une chambre d'hôtel, parce que demain ou après-demain, votre situation peut être étalée sur la voie publique. Et elle rappelle que c'est pas la gente féminine qui va avoir pitié de vous, parce que la jeune dame a été vraiment insultée, critiquée sur les réseaux sociaux par d'autres femmes comme elle qui ne comprennent pas son agissement. Alors, les sextapes. Alors, ça fait le tour de la planète. Hein. On a vu avec... c'est Benzema. Oui, Benzema justement, qui avait une histoire avec Valbuena, qui lui avait tourné une sextape avec sa compagne, et on ne sait par quel miracle, un ami d'enfance de Benzema s'est retrouvé en possession de la sextape et a fait du chantage à Valbuena. Donc on se rend compte que dans la sphère footballistique, des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Et des Nathalie Koa, il n'y en a pas qu'au Cameroun, il y en a à l'étranger. On a connu le cas de la célèbre, son nom m'échappe, mais justement qui était la copine de Benzema, qui après, elle aussi s'est lancée dans la lingerie fine comme Nathalie Koa, qui est devenue finalement une star en France. Et des cas comme ça aux États-Unis et dans d'autres pays où il y a encore plus de célébrités, il y en a bon nombre. David Beckham a été victime d'une de ses anciennes maîtresses, de 8 de ses anciennes maîtresses qui ont après divulgué les relations qu'elles avaient avec le joueur de football. Et c'était aussi le cas de Tiger Woods, le célèbre joueur de golf qui a été attiré vers ce genre d'affaires avec des maîtresses, et ça se retrouve après sur la toile, et malheureusement pour le plaisir de certains qui voient ces stars-là sur le stade et qui ont envie de savoir un peu ce qui se cache derrière. Dans cette affaire de revenge porn, ce livre, c'est un peu du voyeurisme. On est à l'intérieur même de l'intimité des stars et de notre star mondiale. Avec beaucoup de Samuel Eto'o. Avec beaucoup de concupiscence, Catherine Ebe Boukouri, de délectation. Faites très attention pour vous qui êtes une jeune star, très adulée et certainement très aimée. Vous risquez de vous retrouver dans ce traquenard. Maintenant, nous parlons de Thomas Sankara et de l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle.
C'est un ouvrage que vient de commettre Jean-Emmanuel Bondy. Et la grosse information, c'est vous qui l'avez. La grosse information, c'est que la préface de cet ouvrage a été faite par l'épouse même de Thomas Sankara, qui est déjà au Cameroun et qui assistera aux séances de dédicace de cet ouvrage le jeudi 4 février, c'est-à-dire demain, à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1, où Jean-Emmanuel Bondy est secrétaire général, mais aussi à Douala le vendredi 5 février prochain à l'hôtel La Falaise de Bonondjo dès 16h. C'est un ouvrage beaucoup plus sérieux qui s'intéresse à Thomas Sankara et sa vision, comment elle est interposée avec la situation africaine, l'émergence de l'Afrique. L'auteur qu'on sait qui tient toujours à rendre un vibrant hommage à ces personnalités-là. Il a commis un ouvrage sur Kadhafi, sur Nelson Mandela, même sur Barack Obama. Il s'intéresse cette fois-ci à Thomas Sankara en nous livrant dans quelques chapitres les secrets de sa mort, les secrets que certains pensent comme ne pourraient pas les avoir, sont livrés au grand jour dans cet ouvrage de 192 pages préfacé, il faut le préciser, par Mariam Sankara, qui n'a jamais préfacé un des ouvrages de son mari, mais qui l'a fait cette fois-ci sur l'ouvrage de Jean-Emmanuel Bondy. Alors c'est un ouvrage qui est très attendu. Très attendu, et aussi par le sérieux de cet auteur camerounais qui, il faut le dire, fait un travail de fond, de professionnel. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, il est du côté de lyrique. Voilà. Alors, ces deux ouvrages sont disponibles pour toutes les personnes qui voudraient bien les consulter. Merci, Aimé Catherine Boukouri, pour toutes ces informations culturelles. On passe de la culture au sport. Alex Lembé, bonjour. Bien, bonjour. Louis Roger. Tout de suite, parlons des demi-finales de ce championnat d'Afrique des Nations, de football amateur. Oui, de football, oui. Ou alors des clubs. Oui, championnat d'Afrique des Nations, comme ça que voilà, ça s'appelle. Championnat d'Afrique des Nations. À ne pas confondre avec la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour les footballeurs qui évoluent non seulement au terroir, mais également qui sont des professionnels. Mais par contre, le CHAN n'appartient qu'aux joueurs amateurs évoluant dans leur pays respectif. Donc c'est un peu cela. Donc voilà, donc CHAN demi-finale. La première demi-finale se joue aujourd'hui. Hein. Elle va opposer la République démocratique du Congo à la Guinée. Et la deuxième demi-finale, quant à elle, se jouera demain. Elle opposera la Côte d'Ivoire au Mali. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas les images, quelques images, n'est-ce pas, de notre malheureuse rencontre. Cette rencontre qui a opposé le Cameroun à la Côte d'Ivoire. Justement, rencontre où les Lions se sont vus, n'est-ce pas, raser à leur Chine face aux éléphants de Côte d'Ivoire. 3-0 sur le score qui sanctionne donc cette rencontre qui malheureusement met un stop au parcours des Lions indomptables qui s'arrête en si bon chemin à cette 4e édition du CHAN. Donc la Côte d'Ivoire jouera donc demain, mardi, à partir de 15h, sa demi-finale face au Mali ou contre le Mali. Donc voilà un tout petit peu ce qui concerne le CHAN. Mais on ne va pas quitter le CHAN ici pour simplement rappeler que la délégation ou les délégations camerounaises sont en train de revenir crescendo au pays. C'est-à-dire toute la délégation n'est pas arrivée au même moment. La première partie de cette délégation est arrivée avant-hier, donc lundi, avec le coach Ntungu Pile, les coachs Ntungu Pile, Jacob Bonaventure et puis Alexandre Bellinga. Hier, une partie, n'est-ce pas, est également arrivée par l'aéroport international de Douala. La troisième et dernière partie est attendue à partir de demain. Celle-là même qui est conduite par le capitaine de l'équipe, Hugo Patrick Niamé. Voilà donc, ils vont réintégrer le championnat camerounais qui a bel et bien débuté le week-end dernier. Alors, parlons toujours de football, mais cette fois-ci de la deuxième mi-temps de la Ligue 1 qui se joue donc demain. Oui, justement, hein, cela se joue demain avec le canon de Yaoundé. On le disait déjà ici lundi. De justesse, le canon a été accepté par la Ligue professionnelle du football, la Ligue du football professionnel du Cameroun, la LFPC. Et le canon jouera donc son premier match, le match de la première journée, demain. Demain, c'était initialement prévu en fou, mais cette fois-ci, ils iront du côté de Saint-Méliman pour la rencontre, pour les raisons que vous connaissez. Le Stade Amadou est entré en chantier pour les Coupes d'Afrique des Nations féminines et masculines. Donc, demain, c'est canon UMS. Cela se jouera plus en fou, mais plutôt du côté de Saint-Méliman. Coton Sport de Garoua également jouera, mais Coton Sport joue demain, pas parce qu'il y a eu un problème. Le
seul problème, hein, c'est que 7 joueurs de Coton Sport de Garoua faisaient partie de l'expédition rwandaise, c'est-à-dire appartenant à l'équipe nationale A'. Donc les 7 joueurs reviennent en principe, sont là depuis hier et devraient normalement retrouver leur équipe. Et ils joueront donc contre Bambutos de Mbouda pour leur première journée, puisque à partir de dimanche, cela partira une seule fois en deuxième journée, sans match en retard, comme initialement prévu par la Ligue du football professionnel du Cameroun. Et puis, le kick-off de la Ligue 2 camerounaise se donne aujourd'hui au stade de la réunification avec l'Angela Sport Academy qui jouera contre Dynamo de Douala. C'est un choc à ne pas manquer. Alors, pour la petite histoire, Alex Canon, j'étais au stade de la réunification. Lorsqu'on présentait l'équipe de Canon, il y a eu des cris de mépris. On a hué, voilà l'expression que je cherchais. Le Canon a été hué par le public à cause évidemment de ce qu'on peut qualifier de petites combines de cette ligue professionnelle. Bon, alors, on va poursuivre avec du cyclisme et la date du Tour du Cameroun qui est maintenu. C'est pour quand? Effectivement, puisque l'ascension du Mont Cameroun a été reportée d'une semaine, on a cru un seul instant que cela aurait une influence sur, n'est-ce pas, le Tour cycliste international, puisque cela se déroule généralement, un événement, le cyclisme se déroule une semaine toujours après l'ascension du Mont Cameroun, puisque les personnalités qu'on retrouve du côté du Mont Cameroun sont les mêmes personnalités qu'on retrouve du côté du Tour cycliste international. Généralement, les coups d'envoi, les kick-offs sont donnés pas à la capitale politique ou encore moins à la capitale économique, mais plutôt en région. Donc, ça n'a pas changé. C'est du 12 au 20 mars prochain et la première réunion préparatoire, n'est-ce pas, de cette 14e édition se tiendra donc le 10 février prochain. Cela a été rendu public hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, Ismaël Pierre Bidonkwat, qui a dit, n'est-ce pas, que ce tour ne sera pas bousculé. Les dates seront maintenues pour que les étrangers puissent, n'est-ce pas, être à l'aise et puissent ne pas manquer à cette 14e édition de Tour cycliste international. Parlant du cyclisme, on va terminer avec ce tour du cinquantenaire. C'est le cinquantenaire de la jeunesse, c'est comme ça que ça l'est baptisé, le tour du cinquantenaire de la jeunesse qui va se dérouler du côté de Nkonsamba dimanche 7 février prochain. Ils vont parcourir les 3 arrondissements de Douala. Les cyclistes devront venir de tous les 4 coins du berceau de nos ancêtres. C'est open, mais c'est organisé par la Ligue départementale de cyclisme du Vouri. Donc tous les cyclistes sont attendus de ce côté-là. C'est la course qui est baptisée cinquantenaire de la jeunesse. Parlons à présent d'athlétisme et on lutte contre le cœur, Alex Lebé. Oui, on lutte contre le cœur, c'est la 4e édition, une organisation du professeur Moël Sonné qui généralement lutte contre le cœur et certains cancers. Cette année, cette course de 11 km, on a baptisé cette course les 11 km du cœur partiront. Cette course partira donc de l'esplanade de la mairie de Monaléa pour Mbondio 2, soit 11 km à parcourir pour marquer sa sympathie sur le cancer, les malades du cancer et puis les maladies du cœur. C'est donc dimanche 7 février prochain. Tous les athlètes sont attendus. C'est la même qui voudrait marquer leur sympathie aux malades du cancer. Du cancer. Merci Alex Lebé. Je voudrais que nous terminons cette page consacrée au sport avec du volleyball. Oui, volleyball au féminin. On va terminer donc avec les Lions qui sont en stage depuis lundi dernier, c'est-à-dire depuis avant-hier, du côté de la capitale politique camerounaise. C'était à la faveur du tournoi pré-olympique qui devra se déroulé dans un pays encore inconnu et même les adversaires sont encore inconnus. C'est donc, mais le tournoi va se dérouler ce mois-ci, je crois vers la fin de ce mois. Et rappelons qu'il c'est une seule place, c'est le champion ou la championne de ce tournoi qui obtiendra le ticket de Rio 2016. On se souvient que les Camerounaises dernièrement ont raté leur ticket après ce tournoi qualificatif des Jeux Olympiques 2016. Il faut justement passer par ce tournoi pré-olympique pour s'adjuger ou alors pour s'arracher le ticket qualificatif de Rio 2016. On leur souhaite simplement bonne chance. C'est vrai que les adversaires ne viendront pas en victimes résignées, mais plutôt en concurrents. Donc cela sera extrêmement difficile pour nos Lions. Voilà. Et n'oublions pas également le sport qui nous concerne, Alex Lebé. Ah oui. Parce que ce 7 février, c'est un très grand endroit, il ne va manquer. Oui, 4e édition, pardon, j'allais dire 3e édition des journées sportives de Canada international. Cela s'est déroulé
le dimanche 7 février au Paco Vita de Douala, de 6h à 9h30 en direct sur Canal International. Donc tous les sportifs sont attendus de ce côté-là et rappelons que vous aurez la possibilité d'adresser des vœux aux êtres qui vous sont chers en direct sur Canal International ce jour-là. Donc on attend tout le monde. Je ne sais pas si on va terminer par une capsule. Alors peut-être si jamais vous nous donnez... Mais bien évidemment, c'est notre événement. D'accord. On écoute le préfet, ensuite le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et également le gouverneur de la région du littoral. On les écoute. Lui-même, c'est un grand sportif. Pour appeler la population du département du Vouri à adhérer à cette 3e édition de la journée sportive de Canal 2 International. Vous savez que le sport, c'est déjà un médicament, ça dépasse même la pharmacie. Donc quand vous faites le sport, vous êtes à l'abri de beaucoup de maladies et de beaucoup de maux. Vous allez rester jeune comme nous. Donc j'encourage donc ces populations à sortir massivement de 6h à 9h. Population de la ville de Douala, un événement à ne pas manquer. La journée sportive de Canal 2 International, sa 3e édition. J'y ai toujours été et je serai là. Cette année, c'est le 7 février au Paco Vita, à partir de 6h. Venez nombreux, venez vous amuser avec Canal 2. Venez vous amuser utile, parce que s'il s'agit de sport, il s'agit de votre santé. Voilà, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Nous serons tous là dans nos baskets et jogging. Tout de suite, c'est la revue de presse cybernétique avec Junior Ossin. Bonjour Junior. Bonjour Louis Roger, bonjour à vos chers téléspectateurs de Canal 2 Info. Très rapidement, commençons avec jeuneafrique.com qui nous parle de la Guinée et s'interroge: les universités privées se dirigent-elles vers une grève générale illimitée? Le site nous informe que la grève qui est annoncée est due au non-paiement par l'État des frais d'études des boursiers guinéens. Le site souligne que la grève préalablement prévue le 30 janvier est reportée au 15 février. Plus de 40 000 étudiants et 60 000 et 6 000 employés sont concernés. On poursuit avec RFI.fr, n'est-ce pas, qui nous parle de l'Afrique du Sud. Jacob Zuma prêt à rembourser une partie de l'argent public dépensé pour rénover sa résidence publique. Selon le site, Jacob Zuma, président sud-africain, fait marche arrière dans le scandale Kadla. Il annonce qu'il est donc prêt à rembourser cet argent dépensé. Le site nous apprend qu'il s'agit d'un plus gros scandale de ces dernières années en Afrique du Sud, avec plus de 15 millions d'euros d'argent public utilisé à des fins privées. Poursuivons avec le monde.fr qui, ce matin, s'intéresse à l'Égypte et nous parle de l'arrestation d'un caricaturiste arrêté par le régime égyptien qui, pour le site, ce régime veut faire preuve de force. Selon le compte rendu publié par le site, il s'agit de l'arrestation d'un jeune détenteur d'un site internet sans permis qui a caricaturé le président de l'Égypte. Afrique.info, ce matin, changement climatique. Voilà de quoi il s'agit. 14 millions de personnes menacées par la famine au sud de l'Afrique. Alors, on peut lire dans le site un communiqué publié sur le site internet de l'ONU où le programme alimentaire mondial a indiqué que le nombre de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire pourrait augmenter de façon considérable et que la sécheresse s'intensifie et épuise toutes les réserves alimentaires. Terminons, Louis Roger, ce matin avec Afrique.com qui justement nous parle de football et s'intéresse au footballeur Cristiano Ronaldo qui fait un autre retour au Maroc. Le site se demande si ce joueur veut défier son club, le Real Madrid. Le site nous apprend que malgré l'interdiction de fréquenter le Maroc imposée par le club, le footballeur multiplie des va-et-vient entre l'Espagne et le Maroc. Et selon le site, les encadreurs de l'équipe ont demandé aux autorités marocaines de les informer si Cristiano Ronaldo se rendait à nouveau au Maroc. C'est tout pour la revue cybernétique ce matin. Merci Junior Ossin pour cette belle revue de presse cybernétique ce matin. Alors Catherine Débé-Boukouri,
c'est quand même une revue avec une actualité assez importante, un sujet qui vous a frappé ce matin. Peut-être parler du joueur de football Cristiano Ronaldo, alors que son club lui a interdit d'aller au Maroc. Il retourne encore au Maroc, c'est un peu de l'insubordination et c'est assez connu dans le monde footballistique. Ils ont l'habitude de se faire des petits caprices, des petits plaisirs en allant dans d'autres pays alors que c'est interdit par le club, peut-être qui est en période d'entraînement ou autre chose. Alors, je voudrais qu'on poursuive avec les dernières minutes qui nous restent encore pour cette matinale d'information pour parler de cette présidentielle aux États-Unis avec Ted Cruz, le républicain, et Hillary Clinton, la démocrate. Voilà, ces deux candidats qui ont déjà, entre guillemets, le vent en poupe. Et la compétition s'annonce très rude. En fait, la compétition vient de commencer aux États-Unis puisque voilà présenté les deux candidats qui prétendront au titre de président des États-Unis après Barack Obama. La grosse surprise vient du Parti républicain avec cette victoire de Ted Cruz que le célèbre Donald Trump a salué après avoir défrayé toute la chronique parce qu'on se disait que c'était lui qui allait l'emporter au niveau des républicains. Heureusement pour certains qui voyaient en Donald Trump vraiment un très mauvais président pour les États-Unis, c'est Ted Cruz qui l'emporte. La pilule doit être très amère pour le milliardaire Donald Trump qui trouve que Ted Cruz ne mérite pas de prétendre à la présidence de la République aux États-Unis parce qu'il n'est pas originaire des États-Unis, il est de mère hispanique et voilà toute autre chose. Il va affronter Hillary Clinton. Alors, c'est un duo assez intéressant. On se demande si Hillary Clinton ne va pas retomber dans le jeu de Donald Trump et critiquer Ted Cruz sur sa question de binationalité et autre chose. Ce sera assez plaisant de voir à quoi va ressembler ce choc entre Hillary Clinton et Ted Cruz. Je voudrais donc vous donner rapidement les résultats pour ce qui est donc de ce caucus qui s'est donc déroulé dans l'Iowa. Ted Cruz, pour ce qui est des républicains, arrive en tête avec 28% de voix, Donald Trump avec 24% de voix et Ben Carson, qu'on ne voit pas tellement, avec 9%. Du côté des démocrates, Hillary Clinton a eu 49,8% et Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, 49,6, ouais, 49,8, ils ont été vraiment ils étaient vraiment au coude à coude. Au coude à coude, et ce qui annonce bien évidemment des échéances un peu palpitantes. Alors la France et l'Algérie, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui est déjà pratiquement en pleine campagne, alors que l'on annonce les primaires des Républicains dans les tout prochains mois. Eh bien, il a bien choisi le centre de sa campagne parce que quand il va en Algérie, c'est pour s'adresser aux binationaux qui sont visés par une nouvelle loi de François Hollande et de son gouvernement sur la déchéance de la binationalité. Alors, il va en Algérie essayer un peu de draguer tous les binationaux, leur faire comprendre qu'il est contre cet avis de déchéance de nationalité, ce qui va forcément lui apporter des points du côté de ceux-là qui disent ouvertement qu'ils ne voteront pas pour un candidat qui est contre eux et qui veut les exclure de la nationalité française. Alain Juppé qui donne entièrement raison à Christine Taubira, en fin de compte. Oui, en fin de compte, Christiane Taubira retrouve ses lettres de noblesse après avoir été amplement critiquée. Finalement, le fait qu'elle quitte le gouvernement est applaudi par l'opposition et par certains membres même du gouvernement parce qu'elle est restée ferme sur sa décision de ne pas participer à cette loi de déchéance de nationalité. Elle ne peut qu'être louée dans ce sens-là et elle a déjà commencé à faire quelques petits murmures du côté du Parti socialiste, des gens qui commencent à la regretter et à se dire que peut-être elle sera tirée par d'autres partis, vu l'écho qu'a porté sa dernière action au sein du Parti socialiste. Et surtout également cet ouvrage qu'elle a également Cobise il y a un tout petit instant en quittant le gouvernement. On va parler tout de suite pour sortir et terminer de ces 10 000 enfants qui sont portés disparus, ces enfants des migrants. Certains accusent les organisations criminelles d'avoir détourné ces enfants à d'autres fins, des fins sexuelles. Alors c'est une situation qui est quand même gravissime.
C'est à ça qu'il fallait s'attendre à cause de cette crise migratoire, puisque rien n'est contrôlé, puisque les migrants sont livrés à eux-mêmes et dans ces migrants, il y a des enfants, des adolescents qui ne sont pas accompagnés de parents. Alors, d'après Europol, il y a certaines personnes qui résidaient déjà dans les pays qui accueillent ces migrants depuis un certain temps, qui sont venus se présenter comme étant les oncles d'enfants et qui les enlevaient. Je crois même sur la matinale, on a eu à parler de cas où certains parents demandaient à des gens de venir prendre leurs enfants pour les amener dans des familles. Donc, on parle d'enfants qui sont peut-être revendus à des familles qui cherchent à adopter, mais aussi qui seraient impliqués dans des affaires de trafic sexuel, puisqu'on parle de beaucoup de délinquants et d'un crime organisé justement pour vendre ces enfants-là au profit des crimes sexuels qu'on enregistre en Europe. Merci, Monsieur Zedan, d'être venu donc ce matin. C'est terminé pour la matinale de l'information. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.